plus grand cabinet du monde. Gustin Rofortard. Wouh! Salut! Le plus grand cabinet du monde est là ce soir. Ce soir c'est la fête. C'est bientôt 2022, vous le savez, bientôt 2022. C'est la fête. Qui dit 2022 dit 400 ans de la naissance d'un grand homme. Un grand auteur français, immense auteur. Je sais! Oui. C'est Jean-Baptiste Poquelin! Molière qui fêtera son 400e anniversaire en 2022. Alors ce n'est pas Molière que nous allons étudier ce soir, mais je crois que c'est son équivalent. C'est moderne qui est son incarnation moderne, c'est Francis Huster, qui publie un ouvrage qui paraîtra le 6 octobre, mais que j'ai lu en exclusivité, qui s'appelle Poquelin contre Molière, un duel à mort, dans lequel il fait dialoguer Molière, l'acteur, avec Poquelin, l'auteur, une sorte de dédoublement de Molière contre lui-même, dans un dialogue théâtral absolument magnifique. Alors je ne sais pas qui ça sera représenté, parce que ça fait quand même 230 pages de dialogue. Ça pourrait donner, je ne sais pas, 4 heures de spectacle, 4 heures de Francis Huster. Mais je crois que Francis, c'est quelqu'un de vraiment passionnant. Parce que lui a compris qu'il fallait, sur scène, représenter la vie. Ça n'est pas un écrivain, ça n'est pas Corneille, ça n'est pas Racine, c'est comme Michel Audiard, Georges Simenon pour la littérature, un dialoguiste. Il entend dans la vie et il va écrire dans sa vie des pièces où les personnages, au lieu d'être des rois, des empereurs, les Romains et Dieu et les Grecs et madame, il va prendre dans la rue et il va toucher à tous les domaines. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le plus grand cabinet du monde. Premier extrait, Poquelin contre Molière, on y va. Qui est-ce qui fait Poquelin, qui est-ce qui fait Molière? On peut inverser les rôles, vous allez voir, on commence. Allez, je fais Molière, faites Poquelin, monsieur, et après on changera. Allez, c'est parti. Auteur! Tu n'es qu'un tâcheur d'encre. Tes doigts noircis, tu les laves au savon et rien n'y reste. Acteur, chaque rôle est une blessure. Mon cœur y saigne, et chacune de mes créations est cicatrice. Je les porte, aucune ne s'effacera, pas seulement dans mon âme, mais dans celle du public. On tord le cou au poulet, comme on va tordre le cou à la comédie. Qu'elle ne puisse pas s'abandonner à cacater, en se répétant sans cesse, en tournant en rond, en pondant des inepties, en valotaillant de tout et rien. Coup tordu certes, mais toujours bien vivante et pétillante à souhait. Insolente, comme on aime à la goûter, appétissante. L'acteur a beau paraître sur scène, il ne se voit plus, car bientôt, c'est le rôle qui apparaît pour ne disparaître qu'au rideau final. Et lorsqu'il se relève au salut, l'acteur réapparaît. Tu t'aveugles, Molière, tu n'es qu'un acteur buffet. Tu fais étalage de ton talent, mais de ton talent d'esbrouf. Tu étales et chacun se sert. Comme il l'entend, au lieu d'imposer ton rôle, tu poses tes postures, toutes impostures. Et mes triomphes alors? Qu'en dis-tu, jaloux? Tu aurais mieux fait d'ouvrir la porte du rôle, la laisser grande ouverte, pour qu'on y pénètre. Tu passes ton temps avec tes mimiques à nous fermer la porte au nez. On en a assez de regarder par le trou de la serrure. On voudrait voir de plus près. On voudrait voir plus. Je suis l'élément inventif. Et moi, l'élément créatif, je passerai toujours avant. Oui, pour te retrouver dépassé par moi. À dire vrai, c'est un sujet très chaud. J'adore me brûler les doigts. Non! Tu te contentes seulement de laisser pousser tes ongles pour qu'ils me griffent. Tu n'auras fait qu'égratiner en scène. Moi, j'ai mordu sur papier. Et moi sur scène! Pire, dévorer ton texte, parfois véritable pâté. Alors, ta serviette, Molière! Tu joues le rôle comme si tu ne voulais pas te salir. Il y a la nourriture, il y a la cuisson, le texte et le sous-texte, du rôle, ce qu'il dit et ce qu'il sous-entend, ce qui nourrit l'acteur au fond, et ensuite la cuisson du comédien, ce qu'il mijote, ce qui bout chez lui, ses regards, ses cris, sa chaleur humaine. Lorsque l'acteur monte sur scène, il doit bouillir, même s'il interprète un monstre froid. Des acteurs se brûlent parfois au rôle parce qu'ils n'ont pas pris les gants de cuisine. Je ne fais pas, c'est vrai, Poquelin, que souffler sur les braises de ton texte. Moi, je m'y brûle l'âme. Respire le texte pour lui donner un souffle. Et joue ce rôle, non pas tel qu'il faut le jouer, mais tel que personne ne pourrait le jouer à ta place. Ne te refuse rien. Et attends-toi à tout. Embrassez cette carrière de comédien.
c'est comme embrasser une femme, pour aller plus loin. Mais jusqu'où? Jusqu'au trou où l'on te jettera. Molière, comme tous ceux, chrétiens baptisés, qui ne renient jamais, jusqu'au dernier soupir, leur maudite profession. Seul l'amour nous rend courageux, prêt à tout sacrifier. Oui, alors je crois que Diderot avec sa vieille robe de chambre n'a qu'à aller se rhabiller parce que là, le Jacques le Fataliste, le Monramo, encore bien sûr le paradoxe sur le comédien, apparaissent comme des dialogues un peu datés. Là, c'est vraiment un grand dialogue qui excède même la critique de l'école des femmes, monsieur Renard. Ah bah oui. Puis comme vous le dites, là, on passe de la théorie à la pratique, c'est du grand spectacle, c'est de la Formule 1, quoi. Enfin, moi, je te passerai toujours devant. Moi, je suis plus fort, je suis plus créatif. Toi, t'es plus machin et tout. Ça passe les rapides, toujours en fond de boîte. C'est exceptionnel, quoi. C'est très, très rapide, quoi. Je pense que chaque élève d'une école de théâtre devrait. Alors d'ailleurs, je crois que monsieur Francis Huster, un grand ami de Francis, est parmi nous. Oui, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Je crois que là, c'est vraiment. Bonsoir. Il joue en fait Francis. Moi, je suis un peu le double de Francis. Hein. Là, il joue au tennis un peu avec lui-même, avec Molière. Il se regarde dans le miroir, dans la loge, quoi, juste avant de monter, et c'est un espèce de dialogue avec lui-même qui ne mène à rien. Narcisse, vous y êtes, c'est ça? Simplement, l'un ne peut pas exister sans l'autre. L'auteur est celui qui l'interprète. C'est aussi cela, c'est ce mariage entre Poquelin et Molière sur les planches et Poquelin à la table de travail. C'est ça le problème. Francis au carré, excusez-moi, mais... D'ailleurs, je crois que j'ai envie de rebondir là-dessus, d'écouter un peu Francis. Il y avait une petite polémique sur la vision qu'on pouvait avoir de Molière, et vous aviez dit que Lucchini c'était un peu trop vulgarisateur, sa vision d'aborder Molière. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est comme un jeu d'échecs avec Fabrice et moi, c'est-à-dire il y en a un qui est les blancs qui avance et qui est complètement dans c'est ludique, c'est drôle, il est extraordinaire, il est là, il réinvente, c'est un jardinier. Le rêve, ce serait un Alceste avec vous deux. C'est le rêve total. Les deux F, FF Molière. Posture et imposture, donc en permanence une espèce de réversibilité à chaque phrase, à chaque tirade. On n'est pas du tout dans une espèce de longueur qui nous amènerait à un dénouement, après une espèce de lenteur dans le développement. On est vraiment sur quelque chose qui se joue sur des temporalités très courtes. Enfin, chaque chose devient l'inverse de chaque chose au moment où la chose est formulée. On est dans une espèce de bouillonnement. Enfin, c'est tout à fait troublant comme texte. En fait, je pense que la chose la plus essentielle dans la question, c'est que je suis l'élément inventif. C'est Molière qui dit dans Poquelin. Je suis qui se trouve au centre du texte, qui est la phrase la plus courte et qui est celle qui contient dans son aphorisme comme une espèce de contraction de tout ce qui est produit. Et je lis là, en fait, une espèce de fantasme bouillonnant, je sais. Il y a un art de la métaphore, quand même. Non, je ne peux que dire oui, dans le sens où, là, on est dans un éloge de la vie, finalement. Hein. C'est la vie de l'auteur qui est mise en avant, alors qu'il ne faut pas oublier comment est mort ce bon vieux Molière. Donc là, on a quand même si on pourrait le mettre au rang des mythes et légendes, ce qui est sûr, c'est que là, on a quelqu'un qui est purement vivant, purement égocentrique, totalement délirant, dans une poussée d'égo sans nom, et qui essaie de se représenter en Molière et de se dédoubler en Molière. C'est ça le oui, parce que finalement, l'auteur-acteur, c'est lui-même, en fait. Voilà, les deux personnages. La réversibilité. Mais bon. Monsieur, c'est très sérieux. Monsieur Renard, on peut parler on peut tergiverser longtemps sur l'ego de l'auteur, mais bon, il faut avouer l'efficacité totale de ces métaphores. On était habitué avec Francis avec ça vous a plu, ça. Les métaphores sur le BTP. On a eu beaucoup de métaphores BTP et cuisine avec les trucs. Donc dans le BTP, où Francis nous parlait beaucoup de BHV, moi je dirais plutôt, mais bon. Ah oui. Non, parce qu'il a fait des masterclass extraordinaires où il parlait de l'importance de façonner le rôle de l'acteur avec manier le béton, tout ça, quoi. Comment on doit cimenter le texte. Cimenter le texte, et là on est dans la cuisine, quoi, et je pense que c'est l'incarné, c'est la révélé. C'est d'autant plus efficace parce que la cuisine c'est plus vitaliste. C'est plus vitaliste, comme on dit. Ouais. Oui, ça c'est à vous de dire. Moi, je pense que la seule déduction qu'on peut tirer de ce texte, la dernière déduction en fin de compte, c'est que c'est un grand brûlé qui s'exprime.
Et il le dit quelque part. Les acteurs se brûlent parfois en rôle. Mais c'est cela. C'est un acteur calciné qui s'exprime. On fait l'expérience de la calcination avec ce texte. Quand on est dans un monde aussi matérialiste qu'aujourd'hui, Molière aurait détesté notre époque. Je crois pas, au contraire. Ah oui? Je crois que c'est l'époque qui aurait détesté Molière. Il reproche à l'acteur de fermer la porte du rôle. Très bien. Alors que Il parle beaucoup de trucs Attendez. aussi. Alors que le but d'un acteur, c'est justement de laisser la serrure grande béante, si j'ai envie de dire. La porte. C'est le texte troué. Novarina, que l'acteur vienne remplir notre texte troué, danser dedans. Alors que là, le texte, il nous donne toutes les clés. Là, pour le coup, on a la clé du garage, la clé de la boîte aux lettres, la clé de la porte d'entrée, et le bip de la digicode. Si ce n'est que le texte ne pourrait exister sans le comédien. C'est le comédien qui lui donne vie. Donc c'est avant tout une sacralisation du rôle de l'acteur. Va-t-il l'interpréter? C'est ça la question. J'espère. Et s'il l'interprète, est-ce qu'il va l'interpréter seul? Ça serait ça le plus beau. Ah, en miroir de En lui-même. en miroir, ça serait fabuleux. Enfin, c'est Dans un la texte... galerie des glaces de Versailles. Enfin, on dit souvent que c'est un texte qui a de la braise. Là, c'est le cas. Ah ben, Souffler sur les braises de ton texte. Comme le disait... Et mes triomphes alors! Qu'en es-tu jaloux? Bien. Allez, on va passer tout de suite au deuxième extrait qui est un peu dans le prolongement de celui-là, de Francis Huster. Illusion dans le système, virtuel et connecté. Pourquoi 5 actes? Parce que Dieu a créé les êtres vivants le 5e jour. La pièce n'est aboutie, ne vit qu'après le 5e acte. Ce qui n'empêche pas le public, après coup, de consacrer le samedi, le 6e, à la faire revivre en lui, et le 7e à s'en reposer. L'œil du cœur existe bien, mais que voit-il? Le temps, que nous ne voyons pas, mais que lui voit passer. Un personnage est ancré. Et c'est définitif, l'œuvre est son cimetière. Un rôle est créé pour être recréé, et c'est la vie qui lui est offerte à chaque fois. La scène est son jardin, le rôle doit être porteur, l'acteur est porté par le rôle, le cheval ne monte pas le cavalier, et la selle entre le rôle et l'acteur n'est autre que la salle sur laquelle s'appuie l'acteur pour être porté par le rôle. La salle à tenir dont le texte est l'étrier. L'esprit et le corps. N'est-ce pas de là que la balance de mon rôle pèse et penche d'un côté ou de l'autre? Qui fait quoi? Et pour qui? Qui fait l'esprit? Et pour qui le corps se bat-il? Don Juan et l'esprit, Sganarelle le corps, Alceste c'est l'esprit, Philinte le corps, Tartuffe et l'esprit, Orgon le corps. Je reviens à cette femme amoureuse qui, parce qu'elle est comblée, unit enfin son corps et son esprit. Comment? En aimant. Non! En étant aimée! Cela la rassure, mais ne prouve en rien qu'elle s'accepte telle qu'elle est, désormais, une proie. L'auteur prie Dieu sans en attendre la réponse, et pour que Dieu soit au courant de toutes les questions que l'auteur se pose. L'acteur prie le personnage devenu rôle sans en attendre de réponse pour que ce rôle soit au courant de toutes les questions que l'acteur se pose. Deux sortes de penseurs, et une troisième, penser pour les autres, penser pour soi et ne penser à rien. Cette dernière sorte est la plus courageuse. C'est celle que le public au départ va adopter pour que ta comédie lui fasse tout oublier. Le centre a bien un point central unique, et d'où forcément tout converge. Saisissez le centre, vous serez maître de tout. Chacune de mes comédies tourne autour. Centre faible, comédie faible pour Sognac, Escarbagnas, Don Gracier, Rast, Élide, Mélicre, Psyché. Centre fort, comédie réussie. Alceste, Don Juan, Argan, Alcmène, Agnès, Armande, Georges Dandin, Harpagon, Scapin, Sganarelle, Jourdain, Tartuffe. Comédie réussie. Critique réussie. La critique, les loups, la troupe, les chevaux, l'auteur, le renard, le public, le lion, qui dévore ou qui défend. On se lasse d'un rôle comme d'une femme, parce qu'on ne l'étonne plus. Ne plus surprendre son rôle parce qu'on fait de lui. C'est comme ne plus surprendre de ce que l'on peut faire pour une femme, se sacrifier pour elle. Il n'y a qu'une seule façon de mourir pour un rôle, mourir d'aimer. Les acteurs débitant leur texte donnent au public l'effet d'une forêt sans oiseaux. Les changements de rythme du texte sont les battements d'ailes nécessaires aux répliques qui les font voler jusqu'au cœur du public.
Alors attendez, on va se reposer, on va juste écouter un tout petit peu Francis. On va évidemment en parler. Molière, c'est un petit peu comme le Louvre, hein, c'est un monument, on n'en a jamais fait le tour. On n'en a jamais fait le tour parce qu'en fait, c'est pas un cercle, c'est un carré. C'est-à-dire que dans chaque angle du carré... Je savais bien que vous seriez déjà très compliqué dès la première là-bas. Non, c'est pas très compliqué, c'est pour expliquer au contraire que normalement, quand tous les autres auteurs sont des cercles, c'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur de leur œuvre. Et elle est en cercle, elle est ronde, leur œuvre, elle est finie, elle est achevée. Alors que l'œuvre de Molière, c'est un carré et tu te cognes la tête parce que chaque pièce, en fait, a 4 angles différents. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un comédien qui écrit ça. Moi, je me demande quand même comment il pense que ça doit être lu, parce qu'il faut un souffle infini pour un homme qui atteint quand même un âge assez avancé, et il y a un rythme quand même qui est une tension qui est assez J'y viens avancer vos arguments, j'ai hâte de les entendre. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à lire dans ce texte. Une chose principale, c'est la métaphore. Et c'est que toute cette métaphore, en fait, est un portrait moral de son auteur. Chaque métaphore va puiser dans un registre. Et la métaphore la plus continue, celle qui revient le plus souvent, c'est une métaphore qui porte sur le dimorphisme, sur la différence sexuelle, c'est-à-dire on se lasse d'un rôle comme d'une femme. Je pense que c'est le fond de la métaphore. Moi, je connais rien, je me suis jamais lassé d'une femme. Alors ça, tout me reprocher, mais ça, non, je n'ai pas d'expérience. Je pense que au fond de la métaphore, en fait, il y a un registre qu'on pourra juger réduit peut-être, d'emprunt possible, réductionniste, qu'on pourra juger réductionniste, d'éléments que l'auteur cherche à attirer à lui pour expliquer quelque chose qui est de l'ordre de l'inexprimable, mais quelque part qu'il a ressenti. Enfin, je sens la sensation de quelque chose d'absolu qu'on n'a pas réussi à traduire. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'émouvant dans cette impuissance. Et cette impuissance est particulièrement exprimée par cette espèce de métaphore sur le... L'ennui, c'est qu'il prête cette parole à Molière. Oui, le problème, c'est qu'un aveu, c'est quand même un texte à thèse forte. Moi, j'aimerais bien entendre disparaître sur le centre a bien un point central. Ah, pardon. Non, mais je dis que voilà, on fête les 400 ans de la mort. Oui, de naissance. Naissance, excusez-moi, c'est quand même Molière, pour moi, un défenseur des femmes. Il a écrit La Critique, L'école des femmes, et bon, qu'on lui prête... Bon, je peux pas. C'est bon. Alphonse, vous voulez dire? Non, mais je voulais, parce que on est quand même sur un texte à thèse, et moi j'aurais bien aimé, c'est bourré de... regardez, le centre a bien un point central. Oui, lui-même. Déjà. Pourquoi cette tautologie, le centre a bien un point central? Voilà, c'est ce que j'aimerais. Est-ce qu'il y a une tautologie ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de vraiment complexe, un truc Non, il n'y a rien de complexe, monsieur. Ouais. On est des ronds dans des carrés, là. Ok, moi je voulais. En tout cas, ça veut Oui, dire alors que pourquoi nous Molière parler de n'est 9 pas carrés alors qu'ici, il est question de centre? Parce que Molière n'est pas Tchekhov. Dans Tchekhov, il n'y a pas de personnage secondaire. Oui. Là, Monsieur Francis Huster dit que la pièce de Molière sont centrées autour d'un personnage central. Bon. Ils sont d'ailleurs que des hommes. Exactement. Si je puis me permettre... Non, il y a Agnès, monsieur. Il y a Agnès. Parce que nous parlons d'archaïsme, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que au moins l'auteur est présent, est proche de Molière sur un plan, c'est qu'il croit au dualisme sans cesse. C'est le dualisme qui est réexprimé de l'âme et du corps, c'est le fond en fait. Alors là, vous voyez. Alors moi, je trouve que c'est réducteur vis-à-vis de l'œuvre de Molière. Ah non. Je suis d'accord. Je reçois votre critique et je l'accepte. Simplement, je faisais plutôt référence à l'esprit d'antan. Et un point commun surtout, un point commun. Et là, pour le coup, on a quelqu'un qui essaie de survivre à travers un mort en réalité. Et c'est ça le plus gros des problèmes. En tout cas, je suis d'accord. En fait, finalement, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il se transfigure en Molière de manière qu'on peut dire bancale ou artificielle pour survivre. Parce qu'on a un homme qui approche de la mort et qui en a peur et qui, face à la vanité que représente la mort, essaie de survivre, de rester en tant qu'homme, de rester en tant que grand homme, et finalement il essaie de s'approprier, c'est presque à la mode ce terme, j'ai envie de dire, il essaie de s'approprier
l'œuvre de Molière finalement pour s'incarner en Molière. Alors, je voudrais qu'on revienne juste sur la métaphore de la salle et de la selle. C'est quand même très beau, ça, la salle selle, la selle sale. Oh oui, Ouais, enfin, ouais. les selles aussi. Les selles sales, ça oui. La selle entre le rôle et l'acteur n'est autre que la salle sur laquelle s'appuie l'acteur pour être porté par le rôle. Belle allitération en Ouais, elle, ouais. on l'aura entendu. Puis il y a une complexité augustinienne, quoi. On est vraiment dans un truc. Et les deux sortes de penseurs. Et une troisième, penser pour les autres, penser pour soi et ne penser à rien. Cette dernière sorte est la plus courageuse. Quelle est l'intention de l'auteur lorsqu'il nous interpelle? Je pense qu'il n'a pas d'intention. Oui, je pense qu'il sait même pas ce que c'est en fait. Non, il appelle Dieu, vous avez tellement raison, il est désespéré face à la mort en fait. Mais c'est peut-être un texte sans intention. Enfin, tout simplement. Enfin, et tout Si ce n'est d'une certaine manière. Ouais, c'est pas ce qu'on entend quand on l'entend. Non, Désolé. d'une certaine manière, il veut valoriser son métier de comédien qui donne corps à un texte écrit, ça c'est sûr, hein, dans le personnage de Molière qui fait le procès d'un Poquelin qui n'existerait pas sans lui. Et en fait aussi, c'est un aveu d'impuissance en tant qu'être humain pour pouvoir exister en dehors de ce texte dont il n'est pas. Ouais. Oui, enfin, ça renvoie à une forme de babillage. C'est un babillage. Enfin, Je crois qu'on en a peut-être assez dit, non? À ce que vous en pensez Babiller, Vous connaissez, on pourrait babiller encore. Bien, mais je crois que c'était magnifique. On a voyagé avec Francis Huster, on a adoré. Je vais lire juste un micro-passage du livre qu'on n'a pas lu. Il y en a beaucoup, hein. Il y a 250 pages de dialogue. C'est ça. Tu peux dire ça, c'est pas possible. Attendez, je cherche. Je pense qu'on peut y trouver une forme de philosophie, quelque part. Moi, je pense qu'on peut saisir Francis dans ce Non, mais c'est une oraison. C'est typiquement le confinement qui a produit cette merde. 73 ans. Ah voilà. Alors, je lirai cette réplique. Je sens naître en moi cette sensation apaisante de muer pour laisser le rôle m'apparaître, non pas sur le bois de la scène, les planches de lumière, mais dans ce bois d'arbre scène qu'elle est vraiment, et je suis là pour que pas une feuille mot ne m'échappe et ne tombe. Le plus grand cabinet du monde. Gustin Roforta.